Bonjour, ravi d'être avec vous pour un sujet qui pour moi est, je vais dire, d'abord un petit peu neuf. C'est un sujet sur lequel je travaille. J'en ai fait une sorte de refuge par rapport à la vie de fonctionnaire fédéral. Alors vous allez me dire que choisir Céline comme refuge dans le contexte qui est le contexte belge actuel est peut-être considéré comme un acte de provocation un peu primaire, mais soit. Et dans une relation entre les arts qui est liée en fait à une observation qui est un peu une observation sur l'injustice des choses. Lorsqu'on vous propose de faire des conférences et que vous proposez un sujet qui touche à Céline, il y a toujours un regard un peu biaisé qui se dresse sur vous et qui se dit c'est quoi ce type, que pense-t-il, quelles sont ses idées et à quel monde appartient-il? Alors que quand on parle de Jean Dubuffet, il y a un sentiment qui est c'est l'homme du commun, le découvreur de l'art brut, probablement le plus grand artiste français de la seconde moitié du XXe siècle, en tout cas le dernier artiste français dont le rayonnement a été véritablement international, alors que lorsque vous creusez le sujet, il y a en fait beaucoup plus d'humanité dans la pensée de Céline, avec tout ce qu'elle peut avoir d'excessif, et d'emblée, je vous rassure, je n'adhère pas personnellement à ce qu'il écrit, mais il y a une distinction à faire entre ce qu'il écrit et la manière dont il l'écrit, alors que j'ai eu le sentiment que Dubuffet a été un formidable propagateur de sa propre œuvre, qui a fait toute une carrière masquée. Il y a d'ailleurs eu, à quelques mois, une exposition au MoMA qui possède plus de 200 tableaux de Dubuffet, de l'œuvre de Dubuffet, et je ne suis pas certain que si les conservateurs, ou surtout la presse et l'opinion publique new-yorkaise, avaient lu la correspondance de Dubuffet, vous allez en avoir quelques morceaux, ils auraient véritablement encensé l'œuvre de Dubuffet comme ils l'ont fait, puisque Dubuffet, dans l'inconscient collectif américain, il est finalement la première étape de ce qu'on appelle le French Theory, la pensée française telle qu'elle s'est diffusée sur les campus américains, avec une apologie d'une contestation libertaire que Dubuffet exprime en 1951 à New York, à Chicago et à New York, mais à laquelle finalement l'Amérique va se rallier progressivement jusque dans les années 60, on y reviendra. Et il y a en plus une forme de paradoxe dans cette rencontre entre Céline et Dubuffet. C'est une relation qui est vive, qui est déterminante, qui s'impose dès la Libération. Et elle a sans doute travaillé chez Dubuffet avant la Libération, donc dès la parution de Voyage au bout de la nuit, et qui va porter, je dirais, Dubuffet toute sa vie pour l'élément anticulturel de son œuvre. En réalité, Dubuffet ne rencontrera Céline qu'au retour d'exil de celui-ci en 1952. Céline est rentrée en 1951. Qu'à son retour d'exil, après le procès pour contumace en 1950, après une amnistie qu'on peut quand même qualifier de frauduleuse, son avocat a eu un coup de génie, c'est que comme tout le monde connaissait Céline le pamphlétaire, eh bien, le dossier a été instruit au nom de Détouche, ce que la presse en général n'a pas repéré, et ce n'est que lorsque on a fait le lien entre évidemment le nom réel de Céline et le nom d'écrivain qu'il y a eu là un scandale dans la presse, mais c'était trop tard, l'affaire avait été jugée. Et c'est un moment où Céline revient à Paris et que Dubuffet s'en va vers les États-Unis, débouchant d'ailleurs sur une autre partie de son œuvre, que d'une certaine façon, cette relation cesse d'être porteuse pour Dubuffet. Elle cesse d'être porteuse pour Dubuffet, mais elle est néanmoins au cœur de ce qui va constituer chez Dubuffet les positions anticulturelles qui l'ont conduit dès la Libération à s'intéresser à l'art qu'on va appeler différent dans un premier moment, qu'il va qualifier ensuite d'art brut, sans nécessairement donner à la notion d'art brut une inflexion qui est une inflexion qu'on pourrait qualifier d'art psychopathologique, mais qui va constituer une constante pour Dubuffet, qui va voir dans ses positions anticulturelles un appel à une culture, je cite, une culture primitive, valorisant la sauvagerie par l'instinct, la passion, le caprice, la violence, le délire, autant de termes d'ailleurs qu'on pourrait utiliser pour qualifier la pensée et l'écriture de Céline, et par laquelle Dubuffet invite à rompre avec un humanisme classique qui, pour lui, trouve dans l'œuvre de Céline vraiment sa raison d'être. Alors ce qui est assez amusant, c'est que l'intérêt porté à Céline et Dubuffet, il vient
ne vient pas d'historien de la littérature, il ne vient pas d'historien de l'art, il vient d'artiste. Et c'est notamment Claes Oldenburg qui, dès les années 60, s'est intéressé, que je retrouve la souris, dès les années 60 s'est intéressé à la relation qui unissait Céline, qu'il adore, et Dubuffet, qu'il vénère comme artiste, qu'il a découvert en 1951. Vous avez là une vue de Storr, l'exposition qu'il a fait connaître comme un des fondateurs du pop art en 1961, et l'installation, elle date de 1963. Et pour Oldenburg, c'est vraiment à la conjonction de Voyage au bout de la nuit, de la vision de l'américanisation de la société que livre Céline, et de ses positions anticulturelles de Dubuffet, que le pop art tel qu'il le pratique, donc très loin du pop art façon Andy Warhol, trouve sa signification. Alors Dubuffet, Céline forment un duo complexe, un duo qui ne correspond pas véritablement l'un à l'autre, vous allez vite vous en rendre compte. Autant il y a, alors je me suis amusé à faire un panorama des vues de Céline, qui vous montre aussi une forme de clochardisation de Céline, qui est assez symptomatique. Je pense que le seul écrivain contemporain avec lequel on pourrait faire cet exercice, c'est Houellebecq, qui a aussi comme si connu une évolution physique qui s'accompagne de cette forme de clochardisation, qui est un processus conscient, voulu chez Céline, alors que Dubuffet, Dandy, va toujours mener ce qu'on pourrait appeler une vie double. L'œuvre que je vais vous montrer, dont je vais vous parler, n'est qu'un morceau de l'œuvre de Dubuffet. Il va lui tourner le dos. On verra d'ailleurs un tableau qui ouvre à d'autres perspectives. Mais c'est une relation qui est une relation assez fondamentale. Alors, on va en voir. Dubuffet a livré beaucoup de portraits d'artistes. Ça forme d'ailleurs, les portraits d'écrivains forment une exposition célèbre de 1947. J'ai toujours été surpris qu'il n'y ait rien. Il n'y a pas une seule image qui permettrait de lier Dubuffet à Céline. Et ça, c'est l'avantage d'une académie avec des classes différentes, multiples, variées, et du Collège Belgique, dans lequel les collègues, les confrères voient des programmes, et par l'intermédiaire d'ailleurs de notre secrétaire perpétuel, j'ai un confrère qui un jour me téléphone en me disant « Je voudrais bien que vous veniez chez moi ». D'ailleurs, c'est pris chez lui. J'ai dû couper une sculpture africaine qui se trouve juste devant. Ce n'est pas une photo prise dans un livre. Il avait acheté un grand tableau. Et dans ce grand tableau, il lui semblait trouver une présence physique. Alors cette présence physique, elle se trouve juste là. C'est ce personnage qui se trouve au-dessus de mon doigt, ce visage. Si vous le prenez en détail, bon, je comptais la garder pour la fin, mais c'est pas grave. Vous avez dans ce tableau qui s'appelle Le Roi déchu, la seule représentation, à mon avis, bon, il faudra faire la démonstration, mais elle est intéressante, la seule représentation dans l'œuvre de Dubuffet de la présence de Céline au moment où ils se fréquentent, et le titre, évidemment, du tableau, Le Roi déchu, exprime la vision que Dubuffet porte, l'affection d'une part, et la vision qu'il a de l'œuvre de Céline, au moment où Céline va entrer en réclusion à Meudon, dans cette maison étrange qui existe toujours, sa veuve est toujours dans les murs, avec les manuscrits, les manuscrits, elle les a déposés à la BNF, mais avec toute une série d'éléments qui sont toujours présents et qui constituent le dernier univers de la vie de Céline. Alors la relation Céline-Dubuffet mérite qu'on s'y arrête un moment, parce qu'elle est évidemment porteuse d'un certain nombre d'histoires qui vont se croiser. On va être obligé de prendre, pendant le temps où nous sommes réunis, on va être obligé de prendre l'histoire sous des formes multiples. C'est pour ça que je travaille avec des notes qui sont assez apocalyptiques, mais enfin c'est pas grave, pour retracer au minimum la relation qui les unit. Alors cette relation qui les unit, elle est d'abord profonde, à en juger par la bibliothèque de Dubuffet, qui a conservé les éditions originales de Céline, de tous les ouvrages de Céline. Et d'ailleurs, quand on les consulte, on se rend compte que les pamphlets sont parmi les bouquins les plus fréquentés par Dubuffet, tant ils sont tombés quasiment en poussière à force d'être lus. Dubuffet conservait des notes de lecture, et on voit à travers le temps dans ces notes de lecture qu'il se dégage du Céline de Voyage au bout de la nuit et de Mort à Crédit, et qu'il va nourrir son intérêt de manière de plus en plus appuyée sur les trois romans de la trilogie allemande, D'un château l'autre, Nord, Rigaudon, qui forment les trois derniers romans pour lesquels il va vouer une admiration. Et Dubuffet, qui a conçu la fin de son existence de manière très lucide, il va consacrer, il ne peint plus, il va rédiger À bâton rompu, qui est une biographie au pas de course, et il va relire les livres qui pour lui ont eu une importance au fil de sa vie. Et le dernier livre
qu'il lit avant de mourir et qu'il consigne dans ses notes de lecture, c'est Nord de Céline. Il y a donc un lien qui est un lien très fort, mais un lien très fort qui va trouver une amplification dans une relation qui est cette relation à Céline et à ce premier roman, Voyage au bout de la nuit, sur lequel nous ne savons rien. Dubuffet n'a jamais exprimé, il va exprimer son moindre intérêt au fil du temps pour Mort à crédit, mais il ne s'est jamais prononcé sur Voyage au bout de la nuit. Or, Voyage au bout de la nuit est un roman dont l'impact sur toute cette génération de l'entre-deux-guerres est conséquente et qui vient frapper Dubuffet à un moment où il n'est pas peintre. Alors Dubuffet a une biographie un peu particulière, il vient du Havre, jusque-là, bon, tous les Havrais vous diront que ça n'a rien de particulier, mais il vient du Havre, il vient d'une bonne famille de négociants de vin, les affaires sont des affaires florissantes, ils travaillent dans le vin de masse, le produit de grande consommation. Ils ont d'ailleurs un bureau en Algérie, ils produisent du vin en Algérie, ils mélangent tout ça allègrement, ils font un produit de consommation de masse. Dubuffet, malgré le côté très réfractaire qu'il a vis-à-vis de la cellule familiale, vis-à-vis de la famille, vis-à-vis des valeurs bourgeoises de la famille, et ça va expliquer en grande partie son lien à Céline, est en même temps soumis à l'idée de reprendre, de rester à l'intérieur de ce giron familial. Jusqu'au moment où il se prend à l'idée de dessiner et où, à l'Académie des Beaux-Arts, lui vient l'idée de faire une vie de poème à Paris. Et Dubuffet, jusqu'en 1943, va aller du négoce à la peinture, et quand il est à la peinture, le négoce périclite, donc il revient au négoce. Et c'est finalement grâce à l'occupation, comme beaucoup de négociants de vin, occupation durant laquelle le marché pour les grands vins avait connu une récession, alors que le marché de masse était en plein essor, que Dubuffet a fait de très très bonnes affaires d'un point de vue financier, tant et si bien qu'à la sortie de la guerre, il a pu arrêter de travailler. Alors déjà, c'est une première remarque, une grande distinction qu'il y a entre les deux. Autant Céline a travaillé sa vie durant, et comme médecin des pauvres, n'ayant pas véritablement bâti une carrière, il a fait d'ailleurs tout ce qu'il fallait pour ne jamais avoir de carrière, que ce soit dans une administration ou que ce soit comme médecin. Céline a toujours été un homme qui a connu les difficultés financières et une certaine misère, même si les 3 derniers romans montrent qu'il avait planqué son magot au Danemark, et c'est comme ça qu'il va se retrouver au Danemark en 1945. Il ne connaît pas l'aisance financière de Dubuffet, aisance financière avant même que ne commence l'œuvre de Dubuffet, et que Dubuffet ne jouisse déjà d'une grande réputation. Dans ce contexte, l'apparition de Voyage au bout de la nuit est une apparition qui va frapper probablement Dubuffet par son ton, c'est-à-dire par cette écriture sur laquelle on reviendra tout à l'heure, qui est un exercice d'oralité, mais un exercice d'oralité extrêmement ambigu pour Voyage au bout de la nuit. D'ailleurs, la réception du roman le montre, tant la gauche que la droite extrême s'y sont reconnus, pour des raisons multiples, variées et différentes. Et c'est dans le cadre de cette réception que Dubuffet a probablement adhéré à la vision qui est celle de Céline, notamment, de ce grand roman qui, tout en partant de l'expérience de la massification de la Première Guerre mondiale, c'est un premier élément, la société 1900 a disparu en 1914 par une forme d'industrialisation du conflit, de massification, qui a conduit à une transformation sociale profonde et à la disparition d'un monde antérieur, ce qui, chez Céline, va entraîner un rejet de culpabilité sur la bourgeoisie juive, sur la banque juive, et donc cet antisémitisme qui va se développer chez lui. Mais c'est notamment dans ce contexte-là qu'apparaît vraiment, avec Voyage au bout de la nuit, une dimension qui est une dimension de contestation absolue, qui est une contestation contre la guerre, une contestation contre le capitalisme, contre l'asservissement de l'homme par l'industrie, contre la colonisation, contre la hiérarchie à travers les lignes militaires, bref, toute une série de facteurs qui vont faire de Voyage au bout de la nuit un ouvrage dont à la fois le monde anarchiste va se reconnaître et ce monde singulier, libéraux, libertaire, anarchiste, que certains spécialistes qualifient d'anarchiste de droite. Le terme est un peu étrange quand on le creuse, mais il existe, dans lequel Céline va d'abord apparaître comme une figure majeure et à laquelle Dubuffet va se reconnaître. Et ce contexte, c'est un contexte extrêmement important parce que la Troisième République a été une période caractérisée par la vocifération, par l'invective,
pensez, ne serait-ce que dans les avant-gardes, au surréalisme. Le surréalisme pratique perpétuellement l'invective. La pratique du pamphlet, alors même si les pamphlets de Céline n'ont rien de pamphlet usuel, ce sont de gros bouquins publiés par quelqu'un de connu. En général, le pamphlet est court, souvent anonyme. C'est une vision très particulière et très personnelle à Céline. Mais cette pratique du pamphlet va être quelque chose de tout à fait caractéristique et qui correspond dans la foulée de cette massification de la guerre à une intensification de la violence verbale dans le débat, quel qu'il soit. Et c'est ce qui explique que lorsqu'en mai 40, l'armée française s'effondre et que l'État vichysois va s'installer progressivement au pouvoir, eh bien pour une génération d'écrivains, pour Rebatté, pour Brasillac, pour Drieux-La Rochelle, Céline apparaît comme une sorte de prophète, comme quelqu'un qui a livré une parole prophétique, par opposition à une parole démocratique, qui est une parole qui va valoir par sa vitalité. Et on voit dans la presse collaborationniste se développer une vision de l'œuvre de Céline comme étant une œuvre de vitalité, une œuvre de santé, une œuvre de muscle, une œuvre qui, en se rattachant à Rabelais, restaure toute une tradition française dont Lucien Combel nous dit qu'il faut bon estomac et bon appétit et bon esprit pour la suivre. Bref, il y a une vision qui est une valorisation de la force et de la santé dans l'œuvre de Céline, dans la pure tradition fasciste, qui se double évidemment du fait qu'il est médecin, et que dès lors, il représente aussi une vision hygiéniste, où l'équilibre du corps répond à un équilibre qui est un équilibre de l'esprit. Faisons un rapide saut dans le temps par rapport à ce roman-là, et prenons les premiers tableaux que Dubuffet réalise en 1943, qui sont des tableaux assez étranges. Dubuffet peint pour se faire plaisir. Il ne produit pas une œuvre à vertu commerciale. Il est indépendant financièrement. Hein, cet aspect sociologique est assez important. Et Dubuffet va louer un modèle. Alors je n'ai pas trouvé de photo. Je ne sais pas si ce modèle a cette physionomie, ce visage un peu naïf, mais très 1900 avec ses moustaches assez typiques. Est-ce qu'il y a une nostalgie par rapport à un certain Paris d'avant la Première Guerre mondiale qui aurait disparu ? Et à partir de ce modèle qui va travailler dans l'atelier, un modèle qui travaille dans l'atelier et qui pose comme un nu, vous avez vraiment des schémas ultra-académiques, Dubuffet va vouloir construire une œuvre qui ne serait nullement dépendante d'une idée d'avant-garde. Autrement dit, il y a déjà un point commun entre Voyage au bout de la nuit et les premières œuvres de Dubuffet, avant que Dubuffet ne revendique cette paternité et ce lien. C'est une relation qui est une relation de refus de l'ordre établi, de s'inscrire dans la dialectique académisme-avant-garde, de puiser aussi bien d'un côté que de l'autre, et de chercher à développer une œuvre qui va exprimer, qui va interpréter d'une part une mise à l'écart de la raison, un rejet de la culture, un rejet de la civilisation organisée, banalisée, un rejet aussi d'une certaine manière de la mixité, d'un certain kitsch qui exprime dans la pensée fasciste le rejet d'une vision du monde cosmopolite, ce qui est souvent un synonyme de juif dans la presse collaborationniste, mais aussi d'une volonté de pureté que l'on retrouve, et ce qui expliquera d'ailleurs son succès aux États-Unis, dans le monde américain. Quand vous regardez un musée comme le MoMA, il y a dans le MoMA une vision très essentialiste qui vise à développer une sorte de pureté de l'art dans un monde impur, qui crée à l'intérieur du MoMA, les murs blancs, des espaces très lumineux, cette vision d'un art qui est en fait un art épuré dans son essence et qui est en contraste avec le monde de la rue, avec le monde extérieur, avec la société américaine dans son ensemble, dont Greenberg va donner comme qualificatif le kitsch, et c'est l'idée de kitsch et avant-garde. Il y a cette opposition entre les deux et surtout le refus de choisir entre les deux. L'œuvre de Dubuffet, comme celle de Céline, ne se veut pas pure. Il y a un rejet de ce qu'on pourrait appeler une forme d'art pour l'art, mais elle ne participe pas d'un kitsch qui serait simplement la perception d'une société multiple et mixte. Et à travers la figure de Céline, c'est évidemment la figure du vociférateur en guerre contre l'univers, l'homme qui sait ce qu'est la canaille bourgeoise, c'est une citation que je vous donne, qui sait ce que c'est que la canaillerie bourgeoise, mais qui connaît aussi la bassesse prolétarienne, qui n'a aucune illusion sur aucune classe, sur aucun être humain. Et cette phrase, qui est
dure, qui est écrite par Robert Brasillac en 1942, explique la manière dont, durant l'occupation, donc probablement dans une presse que par tradition familiale Dubuffet lit, on se retrouve avec un Céline qui est en fait un prophète de ce qui serait une sorte de réduction à l'individu dans une perte de confiance vis-à-vis du monde, dans une perte d'amour vis-à-vis du monde et dans une attitude de retrait absolu sur soi-même. C'est probablement là que l'on trouve l'origine de cette relation. Alors par contre, après, cette relation, elle va être attestée, elle va introduire un personnage, alors pour que les choses soient plus ou moins claires, ce qui n'est pas toujours simple, je ne vais pas aborder ce personnage, un grand nombre d'entre vous le connaissent ne serait-ce que de nom, et puis on y reviendra dans la relation à Dubuffet tout à l'heure, c'est le personnage qu'est Jean Paulhan. Le lien à Céline va passer en grande partie par Paulhan, parce que Paulhan a été avant la guerre une figure majeure du monde des lettres, à travers la création de la NRF, que durant l'occupation, tout en essayant d'une part de reprendre le contrôle de la NRF qui va tomber aux mains des collabos et notamment être dirigé par Drieux-La Rochelle, eh bien Paulhan va avoir une activité de résistant, il va contribuer à fédérer des écrivains résistants, ce qui signifie qu'à la sortie de la guerre, il jouit d'un incroyable prestige, mais ce prestige, on va le voir, il est aussi battu en brèche par les conditions de l'immédiate après-guerre. Pour vous donner un exemple de ce qui va se passer, eh bien très vite, on va voir le détail, Paulhan va découvrir et va être subjugué par l'œuvre de Dubuffet. Mais néanmoins, quand on lit la correspondance de Dubuffet et de Paulhan, on est parfois surpris par la rudesse avec laquelle, à la fin de leur relation, Dubuffet va s'exprimer vis-à-vis de Paulhan, et je vais vous en donner un exemple, alors que le point de départ est une manière de s'inféoder à Paulhan pour profiter de ce réseau artistique que Paulhan lui offre. Voilà une lettre qui date d'avril 1952, et Paulhan est en conflit avec le monde des lettres, j'y reviendrai, et dans le cadre de ce conflit, Dubuffet lui écrit une lettre dans laquelle il dit, je cite, « Toute cette résistance a été basée sur le faire semblant et sur l'idée que les Français sont si polis qu'ils semblaient vouloir, eux aussi, faire quelque chose là où il ne s'est jamais rien passé. » Autrement dit, il écrit à quand même un des grands acteurs de la résistance que la résistance, c'est du flan, ils n'ont rien fait, ça n'a servi à rien, c'est uniquement quelques Français qui se sont crus suffisamment polis pour pouvoir faire semblant qu'il se passe quelque chose quand il ne se passe rien. Alors des assertions de ce type dans les lettres de Dubuffet, il y en a partout. Ça en vient de tous les côtés, et vous allez voir, c'est parfois très très ambigu. Mais ce qui est intéressant dans ce cadre-là, on est à un moment où je pense que Dubuffet veut rompre avec Paulhan, il veut surtout rompre avec ce qui est un establishment. Et regardez dans l'actualité, hein, la manière dont aujourd'hui, après un engouement probablement tout aussi abstrait, superficiel, vain et sans doute très virtuel de « nous sommes tous Charlie », regardez comme aujourd'hui, dire « je ne suis pas Charlie », « je n'ai pas été Charlie »,« je ne veux pas être Charlie » devient une manière de prendre finalement l'avis collectif à contre-pied. Cet avis collectif qui est pris à contre-pied, il est pris à contre-pied dans un contexte qui est un contexte quand même très particulier et qui va restaurer la présence de Céline dans ce réseau. Alors, quel est ce réseau et comment Dubuffet et Paulhan ont-ils géré cette relation avec Céline ? Eh bien, d'abord, on va repartir de leur point de rencontre. Notre ami Dubuffet qui peint le genre de tableau que vous avez sous les yeux, en occupant d'ailleurs, en ayant racheté d'ailleurs un appartement, une maison plutôt, un très bel atelier qui avait été une saisie juive opérée par la police française, on est en 1943, et que Dubuffet refusera de restituer au sortir de la guerre. Eh bien, Dubuffet, dans ce travail, va rencontrer, par le biais d'amis, et notamment Georges Limbourg, qui vient du Havre et avec lequel il a fait ses études, va rencontrer progressivement une série de personnalités, dont Le Corbusier. Alors, vous avez vu que Le Corbusier, c'est aussi très à la mode aujourd'hui de montrer la face obscure de Le Corbusier. Alors, le problème, c'est que lorsqu'on fait ce type d'exercice, on jette une lumière noire sur un nom et sur une personnalité. Ce qui est intéressant dans le mécanisme, indépendamment des gens, et si j'ai l'occasion, je terminerai par une anecdote aimable pour Dubuffet, c'est un contexte historique,
finalement, qu'on est clair. C'est une tradition, c'est une certaine France, qui n'a d'ailleurs pas nécessairement disparu, c'est une certaine France qui s'exprime par rapport à un contexte historique précis du moment. Et donc, dans ce contexte, Dubuffet va progressivement travailler dans une veine qu'il veut lui-même définir comme étant une veine populaire, puisque les modèles qu'il reprend à son compte sont en fait les peintures de baraques foraines. Et il travaille sur un modèle de baraque foraine, mais avec une thématique totalement différente, qui part du monde académique, et qui, en abordant le nu féminin, opère par une sorte de rupture par rapport à ce qui est cette tradition, cette manière de concevoir la peinture de façon purement académique. Autrement dit, c'est un nu, mais la manière dont ce nu est traité n'a plus rien d'académique, et on retrouve même des éléments de trivialité. Regardez la manière dont le sexe féminin est ramené simplement ici à une forme géométrique, mais qui est beaucoup plus suggestive que ce que le monde académique est capable de produire, sans respecter ce qui est le fondement même de l'idéal humaniste, c'est-à-dire les proportions féminines, la plasticité tirée de l'Antiquité, c'est-à-dire le nu féminin comme expression de la beauté. Ici, vous allez avoir un nu féminin comme expression, je ne vais pas dire de la trivialité, mais certainement d'une forme de trivialité qu'on pourrait qualifier de trivialité populaire, et qui renvoie, plus loin dans l'œuvre, à la série des corps de dames, dans lesquels Dubuffet va traiter le corps féminin comme étant en fait la synthèse, le déploiement dans la surface du corps comme matière. Et ça, c'est une thématique que vous retrouvez omniprésente chez Céline. Prenez la mort de la concierge, il y a énormément de passages où vous avez des liquides qui s'écoulent des corps, le corps n'est plus que la matière, il y a des bubons, enfin, vous avez une présence du corps. D'ailleurs, dans Mort à crédit, il ne parle pas de corps, il parle de viande. C'est cette dimension première de la matière, pas charnelle, parce que charnelle a évidemment une dimension érotique, un côté viande, étal de boucherie, que Dubuffet reprend pour insister d'une part sur la dimension matériiste du corps. Ce n'est pas la peau dans toute sa douceur, mais c'est bien une peau dans sa rugosité, et les attributs du corps féminin ramenés, rappelez-vous la petite citation que j'ai faite de ces positions anticulturelles, vers une vision très primitiviste. Donc du corps gros, c'est-à-dire du corps fertile, et des emblèmes de cette fertilité, les seins et l'appareil génital. Mais Dubuffet ne peint pas encore ça au moment où nous nous situons. Dubuffet peint des tableaux de ce type, et c'est notamment dans ce contexte que Le Corbusier va venir visiter son atelier, et que aussi d'autres artistes vont découvrir son atelier. Il devient très rapidement, il faut dire aussi qu'on est sous l'occupation, la culture est quelque chose qui marche sur un rythme fort différent de ce que sera l'après-guerre, à ces motifs un peu barbares, qui vont d'ailleurs interpréter des éléments de Matisse. Vous avez le Cercle, vous avez des éléments, d'une certaine manière, la manière de maçonner la couleur est un élément que l'on pourrait comparer aussi à ce qu'avaient pu faire les cubistes avant-guerre. Et c'est dans ce contexte que Dubuffet va accueillir Céline, va accueillir Paulan en 1943. En 1943, Paulan, qui est à l'affût, qui cherche des jeunes artistes qui pourraient exprimer, on est après Stalingrad, donc l'idée que la guerre va se terminer est dans l'air, et donc on veut savoir quel va être l'air du temps à la sortie de la guerre, eh bien, Paulan va découvrir dans l'œuvre de Dubuffet cette expression qui va rester gravée dans sa mémoire comme je cite, un ballet sonore de couleurs pétaradantes. Le quotidien apparaît comme une sorte de fantasmagorie, et c'est notamment dans le registre des représentations de Paris que Paulan est émerveillé par le travail accompli par Dubuffet, et c'est ce qui les conduit d'ailleurs, va les conduire très rapidement, vers une série d'œuvres qui accompagne une grande toile que Dubuffet peint et qui prend comme thème le métro, qui est exécuté en 1943, dont il va tirer toute une série de gouaches. Et plus tard, en 1950, il joindra à ces gouaches lithographiées un texte de Jean Paulan, et ça deviendra Les Métromanies, ou Les Dessous de la Capitale, dans un style qui unit Paulan et Dubuffet. Paulan est convaincu qu'à la Libération, l'œuvre de Dubuffet va constituer une révélation majeure, et il va vouloir orchestrer la reconnaissance de l'œuvre de Dubuffet. Il va le faire
en mettant en place une stratégie. Et dans ce moment de leur relation, Dubuffet s'abandonne à cette stratégie, il le suit sans réserve, qu'il va organiser à travers l'idée de connecter Dubuffet à tout ce que Paris contient comme homme de lettres, de telle manière que le monde littéraire parisien non seulement parle de Dubuffet, mais écrive sur Dubuffet. Et Dubuffet va jouer le jeu, et il nous dit-il dans une lettre à Paulan, il dit qu'il accepte de se plier au rôle de, je cite, écriveur de lettres, receveur de visites et de congratulations. À partir de mai 1944, il va être obligé de réserver, on le sait grâce à la correspondance, ses visites le jeudi de 14 à 16 heures. Et il va mettre en place un rituel pour montrer et démontrer son œuvre qui tient du sketch à répétition et que Raymond Queneau a décrit dans un texte qui date de 1973 et qui a été publié dans la revue L'Œil un an plus tard. Il y a l'atelier, donc cette maison qui est un bien juif saisi par l'occupant, par la police française, qu'il a racheté à vil prix, qu'il refusera toujours de restituer. Et donc dans le hall d'entrée de cet atelier, qui est très, très grand, Dubuffet accueille le visiteur en imitant Erich von Stroheim. Il tient un cigare à la main, et malgré les restrictions de la guerre, chaque visiteur reçoit du champagne, ce qui est quand même un fait rare à l'époque, mais n'oubliez pas quand même qu'il vient du négoce de vin fin. Et le spectacle commence, il y a 3 chevalets, et d'une manière extrêmement organisée, Dubuffet va et vient vers sa réserve de tableaux, et il fait le défilé sous la forme d'une chaise musicale, où tous les tableaux vont circuler les uns après les autres dans un mouvement de couleurs qui est savamment construit et organisé. On essaye de travailler actuellement à recomposer ce travail, parce que ça a quelque chose, à mon avis, d'assez intéressant. Les œuvres tournent, il y a un univers qui se compose, il y a des thèmes iconographiques qui se mettent en place, et c'est ce truc, d'une certaine manière, qui va amener Dubuffet à jouir d'une notoriété avant même qu'il ait eu sa première exposition. À l'été 1944, alors qu'il n'a jamais exposé, il va faire l'objet en moins de 6 mois de 2 petits livres monographiques, signés l'un par Pierre Segers, qui est une figure majeure de la Résistance, d'un autre côté par Louis Parrot, qui est un des grands historiens d'art de l'époque. Segers, alors là en tant qu'éditeur, va aussi publier un poème d'André Fresneau intitulé « Vache bleue dans une ville » que Dubuffet illustre de lithographie. Et on va retrouver Dubuffet dans le recueil de poésie né de la Résistance, Poésie 44. Autrement dit, Dubuffet jouit déjà d'une situation solidement ancrée alors que personne n'a jamais vu un tableau, à part quelques fins lettrés, pour reprendre l'expression qu'il utilisera par la suite. Autrement dit, Dubuffet est à ce moment-là une création du monde littéraire parisien. Mais c'est un homme subtil. Alors il continue sa démarche, il accueille Paul Éluard. Alors Paul Éluard va être à la sortie de la guerre une des grandes figures de la poésie nationale, c'est-à-dire de ce moment où le communisme, qui dans l'entre-deux-guerres est l'acteur d'une révolution mondiale, mais qui depuis Stalingrad, en Russie, comme dans tous les partis communistes frères, développe une position nationaliste, d'abord patriotique, pour lutter contre l'envahisseur, mais si vous avez lu Vie et destin de Vassili Groman, vous savez ce que ça signifie aussi pour les Juifs d'Union soviétique, que ce basculement de l'international communiste à un communisme patriotique russe. Bien, la France a connu la même chose, que ce soit Aragon, que ce soit Éluard, sont devenus des poètes patriotiques, ce qui est antinomique quand même de leur position communiste, on y reviendra. Mais néanmoins, Dubuffet, c'est tout l'intérêt qu'il y a d'être bien dans les petits papiers de Paulan, non, dans les petits papiers de Paul Éluard, et il va offrir un tableau à Paul Éluard, et Paul Éluard écrira sur l'œuvre de Dubuffet, qui n'est toujours pas connue. Mais en même temps, Dubuffet insiste auprès de Paulan et de Georges Limbourg, qui est un ami d'enfance, en leur disant « mais c'est quand même grâce à vous, tout ça, et donc c'est de vous que je veux avoir un texte ». Il a bien mesuré ce que signifiait le fait d'avoir un texte signé Paulan, c'est le moment où Paulan écrit un livre sur Braque le patron, qui est un livre célèbre dans l'historiographie consacrée à Georges Braque. Et dans ce contexte, effectivement, Dubuffet va se rapprocher et devenir un intime de Paulan, et il va l'accompagner dans les combats, dans les conflits que mène Paulan. Alors on doit faire un petit excursus, et on reviendra à Céline ensuite. C'est évidemment ce passage
de ce moment qui n'est nulle part indiqué dans l'œuvre que vous voyez. On va reprendre quelque chose d'un peu plus ancien, qui est assez coloré. C'est une série de tableaux de 43. Dubuffet ne connaît pas la guerre. Sa représentation ne porte pas la guerre, alors que la littérature qui va lui être dédicacée va utiliser cet élément de libération. Voilà un tableau qui date de janvier 1944. J'en ai un autre du même tonneau, juillet 1943. C'est le moment en fait où Dubuffet et sa femme sont sur les routes de France et vont de petits hôtels en petits hôtels. Et ils découvrent une France profonde et joyeuse. C'est quand même le mois où la guerre fait rage en Tunisie et où les armées russes entrent en Pologne. C'est le moment où on se retrouve avec un conflit qui est présent, qui n'existe pas dans l'univers psychologique de Dubuffet. Vous allez vous dire qu'il déteste Dubuffet, ce n'est pas du tout le cas, mais vous verrez, ça n'empêche pas d'essayer d'être lucide sur le cas. Ce qui est intéressant, c'est que la rencontre avec Paulhan va situer Dubuffet dans la proximité d'un des acteurs de la libération. Et à la libération, le rôle va être changé. Les accusateurs vont devenir accusés et les accusés deviennent accusateurs. Ce glissement, ce changement, il n'est pas simplement le fait des perdants et des gagnants, il est aussi le fait de la différence qu'il y a entre les résistants en zone nord, c'est-à-dire en occupation allemande, et en zone sud. Le régime de Vichy était quand même moins musclé, même s'il en avait les velléités. Il y a aussi une différence entre les jeunes et les vieux. Il y a une différence donc de génération. Il y a une différence aussi entre ceux qui vont incarner une dimension moralisatrice et qui donc vont revendiquer l'épuration, et ceux qui considèrent que nous sommes des écrivains et nous n'avons à parler que de littérature. Vous voyez, c'est des débats que l'on retrouve autour de la caricature. Aujourd'hui, ça a glissé, ça a changé de domaine, mais ils sont toujours d'actualité. Et donc, au sortir de la guerre, un comité qui était clandestin, qui était le comité national des écrivains, entre en pleine lumière et devient le comité national des écrivains, avec tout ce que cela peut avoir d'académique. La différence, c'est qu'il va se transformer en une sorte de tribunal des lettres, en un lieu où la collaboration doit être épurée, où on va pratiquer l'excommunication et où les écrivains vont dénoncer d'autres écrivains auprès de la justice. Et dans ce réseau, le Parti communiste, qui ne l'oublions pas quand même, est muet en mai 1940, puisque l'Union soviétique est alliée des Allemands. Eux ne sont pas à ce moment-là dans un positionnement de résistance. Ils ne le seront, heureusement pour eux, qu'au moment où Hitler aura l'idée idiote de lancer cette opération Barbarossa, enfin idiote pour lui, mais tant mieux pour nous. Mais en 1944, le Parti communiste bénéficie de l'effet Stalingrad. On parle du Parti communiste comme du parti des fusillés. Et aux premières élections législatives d'octobre 1945, ils font 26,3% des élections. Autrement dit, ils vont constituer le socle particulièrement intransigeant à travers Aragon, à travers Éluard, un socle qui va revendiquer l'épuration. Et dès la première assemblée, le 4 septembre 1944, du Conseil national des écrivains, il y en a un qui démissionne immédiatement pour marquer son opposition vis-à-vis de ce climat de purge et d'épuration, c'est Albert Camus. Mais Paulhan, lui, va vouloir croiser le fer et surtout infléchir. C'est un homme de dialogue, de consensus à travers la NRF, qui était une revue qui se voulait avant-guerre ouverte à tous les courants. Et il va poser notamment la question de la légitimité d'une association d'écrivains comme instance devant décider de qui est indésirable et qui ne l'est pas. Alors c'est le moment où on fait des listes noires. Alors certains artistes se retrouvent sur la liste noire, d'autres n'y sont pas. Certains rentrent et en sortent. Certains, pour peu qu'ils aient de bonnes relations, se retrouvent dessus, mais en sont soustraits. Et on voit que Paulhan réagit à cette pratique de la liste noire. La position de Paulhan n'est pas tant contre l'épuration, mais elle est surtout contre le principe de la délation, contre le principe de la dénonciation, et il veut poursuivre, à travers ce qu'il appelle le droit à l'aberration, ce qui était sa stratégie d'avant-garde pour la NRF, une revue où tout le monde peut exprimer sa position. Il défend un certain nombre d'écrivains, comme Marcel Jouandeau, qu'on retrouvera d'ailleurs dans la galerie de portraits de Dubuffet par la suite. Il va y avoir dans ce contexte un événement majeur. C'est l'exécution de Brasillac, le 6 février 1945, qui conduit Drieux-La Rochelle à paniquer dans sa cellule quelques jours plus tard et à se suicider. Pour l'ensemble du monde des lettres, ça signifie que l'on peut mourir simplement pour avoir exprimé des idées. Brasillac, Drieux,
n'ont pas porté d'uniforme, n'ont dénoncé personne, ils ont exprimé des idées réactionnaires et ils ont pactisé avec l'ennemi. Mais l'ennemi, en même temps, c'est le pouvoir légitime du moment. Donc il y a une ambiguïté dans le dialogue. Le monde littéraire français à l'époque réagit avec beaucoup de réticence à cette exécution et à ce suicide. On voit notamment un certain nombre d'anarchistes, dont Albert Parraz, j'en parlerai tout à l'heure pour Céline, qui est l'auteur de cet ouvrage immémorable que, à mon avis, personne ne lira plus jamais, qui s'appelle Valser saucisse. C'est la littérature typique, l'héritage bohème, fin de siècle, anarchiste. Eh bien, Parraz, qui est un anarchiste, eh bien, se met à publier dans des revues d'extrême droite pour marquer, finalement, sa solidarité, non pas avec l'idéologie, mais avec les victimes. Et il y a un basculement psychologique dont d'ailleurs l'extrême droite française, à commencer très rapidement par Jean-Marie Le Pen, va en tirer parti à travers la victimisation de l'extrême droite. Ils vont avoir beau jeu de dire que lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, ils n'ont exécuté aucun écrivain. Certains ont été déportés, mais pour d'autres raisons. Mais ils n'ont exécuté aucun écrivain, ils n'ont condamné à mort aucun écrivain. Et Paulan va intervenir dans ce contexte qui est à la fois un contexte d'opposition vis-à-vis du CNR et de redéploiement des maisons d'édition. Alors autant l'épuration est violente avec les écrivains, autant l'épuration ne s'attaque pas aux patrons de presse, ne s'attaque pas aux journaux, mais ne s'attaque pas aux maisons d'édition. On en veut à Drieux-La Rochelle, qui est l'animateur de la NRF sous l'occupation, personne n'inquiète Gaston Gallimard. Et Paulan va vouloir relancer la NRF, qui a quand même été fortement compromise, et Gaston Gallimard, en bon stratège, va davantage privilégier le pôle Sartre, et il va lancer en octobre 1945 les Temps modernes. Et dans le premier numéro des Temps modernes, Sartre lance une philippique contre Céline en disant que Céline a été payée par les occupants pour publier dans ses lettres dans la presse d'occupation. On verra dans un instant la réplique de Céline. Elle s'intitule « À l'agité du bocal ». Paulan va progressivement reprendre en main la maison d'édition Gallimard. Il va retravailler pour la NRF, qu'il va republier sous une nouvelle forme qui va s'appeler les Cahiers de la Pléiade. C'est d'ailleurs de là que sort ensuite la collection de la Pléiade, qui est un must pour nous tous aujourd'hui. Paulan, en même temps, est marginalisé au sein de la résistance, au sein du mouvement qu'il a voulu créer. Et cette marginalisation, elle le conduit à se radicaliser contre ce qu'il appelle la littérature édifiante, c'est-à-dire les donneurs de leçons de morale. Et il l'exprime chez Gallimard, notamment, en reprenant, pour le compte de Gallimard, tous ces écrivains qui sont blacklistés, qui se trouvent sur une liste noire, et qui ne jouissent plus de l'autorisation théorique de publier. C'est comme ça que Paul Morand, Marcel Jouandeau, et Céline, n'oubliez pas que Céline avait envoyé son manuscrit de Voyage au bout de la nuit chez Gallimard, Gallimard a tergiversé, finalement c'est De Noël qui l'a publié. De Noël qui, dans des conditions étranges à Libération, a été abattu. C'est plus pour, semble-t-il, des raisons obscures de tempérament et d'inclinaison sexuelle que véritablement pour des règlements de compte idéologiques. Et c'est sous cette forme que Paulan récupère notamment Céline, on verra dans un instant, Dubuffet a joué un rôle majeur. Autrement dit, ces écrivains de droite vont devenir des écrivains de la maison Gallimard. Et là où l'épuration va continuer à fonctionner pour le monde des lettres, eh bien, elle ne va pas du tout inquiéter la maison d'édition, elle va animer un débat sur la responsabilité que Gallimard, d'ailleurs, publiera à travers les textes de Sartre qu'il publie. C'est tout le débat sur la responsabilité de l'écrivain qui est en jeu, et sur la lecture révolutionnaire que les communistes français veulent donner de ce phénomène qui est la notion de libération. C'est notamment dans ce contexte que l'on voit un certain nombre d'écrivains valoriser la période historique qu'a constituée la terreur. Plus personne aujourd'hui oserait dire « nous avons besoin de la terreur ». Eh bien, c'est ce qu'ils font. Il y a eu 1793 qui donne sa légitimité à 1944. C'est une politique d'épuration qui doit être ferme vis-à-vis du monde littéraire qui a failli. Alors, Paulan, sous le pseudonyme de Mast, il y a un certain nombre de portraits de Dubuffet, et vous verrez, il s'appelle Mast triomphant. Mast, c'est Paulan, et c'est Paulan, lorsqu'il écrit dans Les Temps modernes, va filer une métaphore qui est celle du mur de l'Atlantique. Je vous la lis, c'est rapide, mais ça peut toujours servir, vous verrez. L'épuration mène la vie dure aux écrivains. Les ingénieurs, entrepreneurs et maçons qui ont construit le mur de l'Atlantique se promènent parmi nous bien tranquillement. Ils s'emploient à bâtir de nouveaux murs. Ils bâtissent les murs des nouvelles prisons où l'on enferme les journalistes qui ont eu le tort d'écrire que le mur de l'Atlantique
était bien bâtie. Alors sur ce jeu, sur cette métaphore, qui est celui de la responsabilité, et d'une certaine manière, Paulan prend au pied de la lettre le discours terroriste, dans un sens référence à la terreur défendue notamment par le Parti communiste. D'une certaine façon, c'est les 3/4, 4/5, 8/10 de la France qui devraient être derrière les barreaux. On n'est même pas certain d'avoir suffisamment de gardiens pour les garder tous. Et cette réflexion qu'a Paulan conduit chez lui à revendiquer un droit à l'erreur et surtout un respect pour les idées quelles qu'elles soient. Et il fait une distinction entre l'action que l'on doit juger et les propos que l'on doit d'abord analyser. Alors, je vous le signale, ça se trouve dans un texte de 52, mais c'est toujours aujourd'hui la ligne d'articulation essentielle que tous les spécialistes de Céline, je pense notamment à Henri Godard, utilisent pour aborder l'œuvre de Céline. La différence qu'il y a entre les actes et les paroles, et c'est ce qui donne tout son intérêt, et je vous invite à le faire, à lire la biographie de Céline. Alors, la biographie de Céline est à ce titre-là édifiante. Céline a des actes, des gestes, qui sont aux antipodes de ce qu'il dit. C'est quelqu'un qui dit beaucoup plus que ce qu'il fait. Dès lors, est-il responsable au sens politique du terme de ce qu'il dit, ou n'est-il responsable qu'au sens littéraire? C'est toute l'ambiguïté par rapport à, probablement, le plus grand écrivain francophone français du XXe siècle. Et c'est ce que développe, dans ce contexte, Paulan. Alors, la réponse que Paulan va recevoir va être extrêmement violente. Tous ses anciens compagnons vont se désolidariser de lui. Et une des réponses qui est intéressante, c'est la réponse de Sartre, parce qu'en fait, elle reprend tout un débat à l'intérieur du surréalisme qui date des années 20, qui est celui de la responsabilité de l'écrivain. Sartre lui répond en disant « Mais, cher Jean Paulan, il faut se réjouir que la profession d'écrivain comporte quelques dangers. » Et c'est exactement la réponse que les surréalistes belges avaient adressée à André Breton lorsque Aragon, en 1925, était poursuivi pour incitation au crime de gendarme et qu'il risquait de passer en cour martiale, en justice, et qu'il risquait une peine de prison extrêmement lourde. Et les surréalistes belges avaient refusé de signer le plaidoyer pro-Aragon, qui était un plaidoyer dans lequel on disait « Mais Aragon est un écrivain, est un poète peut tout dire. » Le poète est libre de ses mots, et les autres, Nouget en tête, avaient répondu en disant « Mais quelle valeur peut avoir la littérature s'il n'y a pas de responsabilité dans les mots que l'on profère ?» Et ici, la position s'est inversée. Celui qui réclame aujourd'hui la rigueur d'un tribunal, c'est Aragon, et c'est finalement en reprenant un discours qui n'est pas si éloigné du surréalisme que Sartre restaure une certaine dimension morale dans ce débat. Alors, il y a énormément de débats qui vont être animés entre 1946 et 1953. En 1953, la répression et la découverte du vrai visage du communisme va changer une grande partie de la donne. Mais ce qui nous intéresse, c'est de voir que la libération, à ce moment-là, elle va positionner le mouvement des lettres sur finalement trois positions. Il y a la position de l'art pour l'art, de l'art pur, qui va être la position de Paulan, épaulé par Dubuffet. Et lorsque vous lisez les écrits de Céline, c'est ce qui conduit tout le temps Céline à dire « je suis un styliste ». Moi, je ne m'occupe que de style. Je suis un homme de la forme, du rythme, des mots. Ma littérature est finalement, il en dédouane le contenu. Et lorsqu'il en dédouane le contenu, il le fait notamment en agressant son lecteur très régulièrement. C'est le premier pôle, qui est celui de la littérature pure, où on ne juge les lettres qu'aux critères des lettres. De l'autre côté, il y a cette littérature moraliste, celle de l'épuration, qui considère précisément qu'il faut punir ceux qui ont failli, et d'une certaine manière qui applique le principe vae victis, malheur au vaincu. Entre les deux, on va se retrouver avec une injonction moraliste plus spécifique, qui est celle de Sartre. Et notamment, Sartre n'est pas à l'aise avec la vision moralisatrice, qui est une vision cocardière et patriotique. C'est finalement la France qui a triomphé. Enfin bon, personne n'est dupe des conditions. Même si la résistance est active, même s'il y a eu la France libre, toute la France n'est pas à mettre au même niveau. Même si De Gaulle lui-même, d'ailleurs, revendique à ce moment-là l'idée de la paix nationale, la réconciliation nationale, et il n'y a plus qu'une seule et même France.
Le but est qu'il n'y ait pas de hiatus dans la continuité du service public, d'une certaine manière. Sartre n'est pas à l'aise avec cette idée, parce que cette idée est une idée qui réduit la notion d'éthique à la frontière géographique de la France. Autrement dit, la morale devient une morale structurée d'un point de vue nationaliste. Et il va s'y opposer notamment en développant ce qu'il considère être la littérature engagée, mais qu'il situe sur le plan métaphysique. La question éthique de la responsabilité de l'écrivain devient en fait maintenant la responsabilité de l'écrivain de réaliser, de se réaliser à partir de son engagement. Et dans ce contexte-là, ce qu'il écrit est aussi important que ce qu'il fait. Et on ne peut pas le dissocier. Autrement dit, il va lier responsabilité et liberté, faisant de l'existentialisme, faisant de cette question un des éléments sur lesquels il s'appuie pour définir l'existentialisme, mais sous une forme réfractaire à tout nationalisme. C'est ce que vous retrouvez notamment dans « Qu'est-ce que la littérature ?», qu'il publie chez Gallimard en 1948. Et Sartre, à ce niveau-là, reprend à son compte le discours moralisateur, mais il le transpose à une dimension qui devient une dimension métaphysique. Ce qui est évidemment très embêtant pour Paulan, parce que notre pauvre Paulan, il se retrouvait dans une situation où il combattait finalement les communistes, et sur lesquels il pouvait jouer sur le scepticisme qui est le sien, de voir finalement les communistes patriotiques. Ils ont un double patriotisme, ils ont une double soumission. D'ailleurs, les archives l'ont montré, le Parti communiste français était à la solde de Moscou. Donc ils avaient une double capitale. Donc ils avaient un double jeu. Et c'est ce qui va conduire, d'une part, Paulan à se rapprocher, paradoxalement, de l'extrême droite, parce qu'il va retrouver là le discours des vaincus. Et donc il y a une sorte de vision, de sympathie, d'empathie pour les brimés, les vaincus, les opprimés, fussent-ils d'extrême droite, et en même temps une volonté de revenir à une dimension qui était la mystique de la résistance. Non plus la raison de la résistance, mais à une forme de mystique de la résistance. Une forme de communauté, de grands groupes unis fondés par un sens de l'humanité. Le parcours de Sartre n'est pas plus réussi. Parce qu'évidemment, la base sur laquelle il s'appuie est une base philosophique, et lorsqu'il va le vouloir en 1947 lui donner une forme politique, qu'il crée le RDR, le Rassemblement démocratique révolutionnaire, qui ne se veut pas nationaliste et qui ne se veut pas tourné vers le monde stalinien, il est évidemment balayé de la carte, et en 1952, Sartre renonce au volet qui est le volet politique de son existentialisme, et il rallie le Parti communiste français en faisant une forme de marche arrière. Alors vous voyez que ce débat est un débat complexe, très nourri, dans lequel Dubuffet, marchand de vin, arrive comme un soutien pour Jean Paulhan. Et ce soutien pour Jean Paulhan est important parce qu'ils vont véritablement vivre une relation d'amitié intense et extraordinairement proche. Dubuffet accompagne en permanence la réflexion de Paulhan dans son positionnement. Pour Dubuffet, à travers cette correspondance, on voit que Céline apparaît très très vite dans leur correspondance. Il apparaît très très vite dès la Libération. Dès la Libération, on voit Céline passer sous la plume de Dubuffet, alors que Paulhan l'occulte complètement. Qu'est-ce qui s'est passé au moment où les armées alliées reviennent vers Paris? Céline panique, évidemment. Il est une des figures emblématiques de l'occupation. Il a siégé, il a été présent dans nombre de soirées mondaines. Il a été très vu. Et donc, il pense qu'il va être liquidé, sommairement. Il va s'enfuir et il va aller vers l'Allemagne. Alors, on ne le saura qu'à la fin grâce à ses romans, mais son but est d'arriver au Danemark. Et il va passer au Danemark en transitant via l'Allemagne. Et donc, vous allez avoir un tableau, je vous conseille la trilogie, les 3 derniers sont parmi, pour moi, ceux que je préfère. Vous avez une description de la décomposition de l'État pétainiste à Sigmaringen, qui est quelque chose de tout à fait fou. Et puis, vous avez un voyage à travers l'Allemagne bombardée, pilonnée. Il y a une description de Hambourg, il y a des scènes de bombardement où Céline prend à bras-le-corps le problème de comment rendre la sonorité d'un bombardement par l'écriture. Et par la typographie, avec le jeu des 3 points.
enfin dans le cas de Céline, 3 petits points d'affilée, pas en triangle, hein, il n'aurait pas apprécié. Et la manière dont il remonte jusqu'à Hambourg, et en passant de Hambourg, arrive au Danemark, c'est la fin de cette trilogie. Arrivé au Danemark, il est identifié, c'est une figure célèbre de la vie parisienne par un employé de l'ambassade de France. Les Danois, à la demande des Français, interceptent Céline et vont sauver Céline en faisant traîner la procédure d'extradition de Céline, sachant très bien qu'en 1946-47, il a toutes les chances d'être exécuté très rapidement et d'être jugé très rapidement. Ils vont interner Céline, ce qui fait qu'en 1950, Céline est jugé par contumace et qu'il sera amnistié en 1951. Et très vite, on voit Dubuffet parler de Céline, qu'il considère comme un grand seigneur, ça se trouve dans ses lettres, comme un génial inventeur. Il utilise la première fois d'ailleurs dans cette correspondance l'expression « Céline pilote ». Céline est notre guide. Alors c'est très proche de la presse de collaboration. Et pour lui, Céline apparaît comme une des plus grandes charnières de l'histoire d'écrire. Non pas de l'histoire de la littérature, mais de l'histoire d'écrire. Il est pour Dubuffet un modèle constant d'un point de vue littéraire. Il a révolutionné l'écriture française et il voit dans le travail de Céline, à travers son caractère elliptique, un parler et un argot populaire qui fait de Céline le pilote de tous les textes contemporains. Lorsque Dubuffet apprend que Céline est emprisonnée au Danemark, il veut lui apporter son soutien. Il pousse Paulan à entrer en contact avec Céline. Paulan, lui, préfère rester discret, car l'apparentement à Céline est probablement un peu trop visible pour l'époque. Céline, dès lors, va être approchée via Dubuffet, qui va trouver des intermédiaires, et Dubuffet va proposer à Céline de lui donner une partie de son argent pour l'aider à vivre. À ce niveau-là, Dubuffet a été d'une très très grande générosité, avec Artaud de la même manière, mais pour des raisons totalement différentes. Paulan va progressivement être travaillé au corps, on peut le dire, par Dubuffet, tant et si bien qu'il va inviter Céline à publier. Et on va revenir dans un instant sur cette question, parce que vous allez voir, c'est assez amusant, mais ce n'est pas tout. C'est aussi par l'intermédiaire de Dubuffet et de Paulan que Céline va pouvoir transmettre des lettres qui vont paraître dans la presse française, comme notamment dans Paroles françaises. Ces textes vont être extrêmement importants parce que ce sont des plaidoyers dans lesquels Céline va donner le ton de la défense qui va être la sienne. Et on va retrouver notamment dans ce contexte l'idée qu'il est important de publier des écrits de Céline. Alors Céline propose un texte intitulé « À l'agité du bocal », qui est en fait une réplique à Sartre, dans lequel il n'hésite pas à dire que Sartre a la mémoire courte, parce que Sartre a léché, et je vous laisse imaginer tout ce qu'il peut avoir léché, pour être joué durant l'occupation. C'est le moment où les théâtres tournent en plein, et que ce petit Sartre, en culotte courte, il a un peu oublié tout ce qu'il a demandé à Céline pour pouvoir être introduit auprès des théâtres, pour pouvoir être édité, pour pouvoir être présenté. Et donc, Céline, avec beaucoup de trivialité, règle ses comptes avec l'agité du bocal. Dubuffet trouve le texte épatant. Il dit qu'il faut l'imprimer très vite pour couper l'air sous le pied de Sartre. Enfin, stratège, Paulan calme davantage le jeu et lui dit que c'est peut-être pas le meilleur texte qui a lieu de publier au moment où on est. En juillet 1948, Dubuffet écrit à Paulan et lui dit à propos de ce texte. Qui va publier ce texte ? Dans le début de la lettre, il lui dit « Tu n'as vraiment aucun courage. Si tu avais des opinions et si tu avais le courage de tes opinions, tu publierais ce texte, indépendamment de qui l'écrit. Qui va publier ce texte ? Ne veux-tu pas qu'on le fasse imprimer à nos frais, sous la forme d'un petit factum, et qu'on l'envoie gratuitement par la poste à des gens ? Ou bien qu'on en dépose quelques piles chez certains libraires ? Il faudrait que ce texte ait d'urgence une publication, et de nos torche-culs de journaux actuels, lequel oserait publier cela ? Vous avez une vision assez vindicative. Entre nous, Dubuffet n'a jamais fait l'édition du texte, parce qu'il aurait pu le faire tout seul. Il pousse Paulan à assouvir cette image qui va être importante. Alors Paulan n'est pas pour. Paulan refuse, non pas sur le principe, mais il veut éviter un conflit encore plus important à l'intérieur du CNE avec un artiste notoirement connu comme collaborationniste, qui viendrait agresser une des figures majeures de la vie culturelle parisienne. On est en 1948, c'est le moment où l'existentialisme à pignon sur rue est publié.
Alors, Paulan, qui en même temps se rend bien compte qu'il publie toute une série d'auteurs qui sont sur une liste noire, hein, va refuser une pièce de ballet, et finalement ils vont trouver un texte. Alors que Céline présente comme étant le seul chapitre qui a survécu du 3e roman qui devait suivre Mort à crédit, en réalité, quand on connaît le soin, la précision, et je vous renvoie au livre de Jacques Josset sur Louis-Ferdinand Céline, La manie de la perfection, qui démontre parfaitement ce sens de la perfection chez Céline, jamais Céline n'aurait laissé traîner un manuscrit sur un coin de table et il serait parti en fuyant. Je pense qu'il aurait... Je ne dirais pas qu'il aurait laissé sa femme sur place et il aurait pris le manuscrit, mais je ne sais pas dans quel ordre il les aurait chargés dans la voiture. Très clairement, c'est le seul chapitre qui existait, et ça donnera Casse-Pipe, qui est ce livre étrange qui relate l'incorporation de Céline dans le 12e cuirassé, qui est un régiment de cavalerie lourde en 1912, mais dont l'escouade est bretonne, et donc il y a ce panorama étrange de cette diversité culturelle de la France. Casse-Pipe va paraître, et c'est le premier texte de Céline qui reparaît. Nous sommes en novembre 1948. Très vite, Paulan, d'ailleurs, va demander à Dubuffet d'écrire sur Céline. C'est très intéressant de voir qu'à aucun moment, Dubuffet ne prend la plume à ce moment-là pour défendre, pour écrire à propos de Céline. Par contre, il prend la défense de Céline. Et notamment lors du procès par contumace, en février 1950, lorsque le procès débute, procès pour acte de nature à nuire à la défense nationale. Vous voyez quand même ce qu'est l'acte d'accusation. C'est des textes, des lettres dans des journaux. Pour acte de nature à nuire à la défense nationale, c'est l'article 83 du Code pénal si jamais il y a un juriste. Et Dubuffet va se mobiliser. Et il va publier notamment dans Le Libertaire, revue qui, comme son nom l'indique, est une revue anarchiste dirigée par Maurice Lemaître, un texte. Et alors vous allez sentir le côté nauséabond qui va monter progressivement. Je le cite. Je le cite, mettons d'abord le contexte. C'est un texte qui met en évidence une grande partie qui joue sur la victimisation, c'est le début de la victimisation, et qui présente d'abord Céline comme un des plus grands poètes de notre temps, un des plus grands poètes de notre temps, un des plus fiers et incorruptibles types de chez nous. Alors, grand poète, vous voyez, formule haute, mais un des plus fiers et incorruptibles types de chez nous. Le type de chez nous renvoyant à une manière d'écrire qui est proche de celle de Céline. Et voilà le texte. Je ne sais pas si Céline ressent ou non de la méfiance pour les Juifs et de l'estime pour les Allemands. Il ne serait pas le seul. Ni si de telles opinions se trouvent dans ses écrits. Ces très admirables écrits, clairement énoncés. Je voudrais qu'on ait, dans notre pays, quand on évoque de la méfiance ou de l'estime pour qui que ce soit, le droit de le dire. Alors vous voyez, c'est la liberté d'expression, et puis c'est une mauvaise foi absolue dans la minimisation. Il ne parle pas de haine raciale, il parle de méfiance. Dubuffet nous dit qu'il ne sait pas si ça se trouve dans les écrits, il les a tous dans sa bibliothèque, et il est un grand lecteur des pamphlets. Et il conclut en disant « L'exil très pénible auquel l'ont obligé depuis tant d'années des factions françaises est tout à fait affligeant. Il faut y mettre fin. Il faut l'absoudre complètement. » Alors vous voyez que Dubuffet joue les faux naïfs, d'une manière assez crapuleuse finalement, parce que la responsabilité des textes est réelle, et il minimise complètement ce propos. Alors on est à un moment où la découverte de Céline, en chair et en os, va arriver en 1952, je la laisse pour l'instant un peu de côté. Il est revenu dans la défense de Céline. Il est revenu dans la défense de Céline lorsque les Cahiers de Lerne, alors les Cahiers de Lerne aujourd'hui ont une image, moi j'ai collaboré au Cahiers de Lerne Picasso, et c'est en travaillant sur le sujet que j'ai découvert qu'en fait le Cahier de Lerne est en fait une revue d'extrême droite à l'origine. Vous voyez comme quoi... c'est le genre de truc, après, quand on vous fait votre biographie, on vous dit il a collaboré à une revue d'extrême droite. Bon, tout le monde aime les Cahiers de Lerne pourtant aujourd'hui, mais dans les années 60, j'y ai collaboré en 2000, les années 60. Enfin, quand on veut faire des procès, j'ai remarqué, n'est-ce pas, cher maître, quand on veut faire des procès, tout est bon dans le cochon. Je ne suis pas sûr que le cochon soit vraiment le meilleur animal à prendre dans le cas présent, mais c'est une autre question. En 63, dans les Cahiers de Lerne, Dubuffet va se déchaîner pour défendre Céline, il va contribuer au financement, il va écrire un texte, Céline pilote, et il va revenir sur cet argument qui est de minimiser et de victimiser la position de Céline en dénonçant l'opposition et les accusations tournées contre Céline. Là, je cite, « La très spécieuse figure de polémiste prétendument raciste et pro-nazi qu'a implanté de lui, à force de dénaturation de
sa vie, et d'affirmations mensongères, une presse appliquée à faire échec au racisme et au nazisme, et qui jette sans sourciller au brûlot de cette cause le probe, l'irréprochable Céline. Je pense que plus personne aujourd'hui n'aurait parlé de l'irréprochable Céline. L'argumentaire choque, évidemment. Mais il ne choque pas quand on creuse la correspondance de Dubuffet, où l'expression juif revient régulièrement, accompagnée de qualificatifs rarement positifs, jamais positifs, qui vont d'appréciation allant de sale à répugnant, en passant par affreux, trompeur, cupide. Il visite une exposition de Kandinsky et il écrit à Pollan « Je n'ai aucun intérêt pour toute cette cacaille juive ». C'est la vraie face d'un personnage qui va avancer néanmoins masqué. Et c'est cet aspect-là que je voudrais développer dans le temps que nous avons encore devant nous, en prenant finalement, on a fait beaucoup d'événementiels, peu d'œuvres, mais en se posant de la question de, dans le fond, où est-ce qu'on trouve Céline dans l'œuvre de Dubuffet, en partant de l'hypothèse que j'aime personnellement énormément, que la seule mention qui est faite à Céline, c'est Le Roi déchu de 1952. Dubuffet et Céline se fréquentent grosso modo de novembre 52 à janvier 55. Céline n'a aucun intérêt pour Dubuffet, qu'il considère être un petit snob, mais qui a un gros avantage, il a une voiture. Et donc, il va utiliser Céline pour aller chez le médecin, pour faire ses courses, pour véhiculer sa femme, pour se promener dans Paris. Mais Dubuffet, pour lui, est un faiseur. Et c'est probablement pas faux. Il n'a pas adopté le radicalisme qui est le radicalisme de Céline, c'est-à-dire une forme de jusqu'au-boutisme suicidaire par rapport à son statut. Dubuffet avance davantage masqué et il va construire une œuvre où, à travers la référence libertaire, il va bâtir, en fait, il va être un des contributeurs des révolutions des campus universitaires des années 60 et d'une pensée libertaire qui est prise en grande partie chez Céline. C'est le but du travail que je voudrais réaliser, mais évidemment, en un quart d'heure, je ne vais pas pouvoir vous donner l'ensemble de ces clés de lecture. Il y a un premier élément qui est tiré de la lecture de Céline et qui est une opposition à Sartre. Pour Sartre, dans Qu'est-ce que la littérature est transparente. Écrire est un acte transparent qui renvoie, qui doit être transparent pour exprimer l'idée qui est derrière le mot. Pour Céline, l'écriture est opaque. L'écriture a une opacité parce qu'elle renvoie d'abord essentiellement à elle-même. Et lorsque, finalement, Sartre développe une vision mimétique du langage, il y a au contraire une plasticité du langage, une matérialité du langage chez Céline qui donne à ce langage son autonomie. Et ce langage plastique est un langage autonome qui exprime une forme d'autonomie qui va puiser dans quelque chose qui est le réel, on va le définir dans un instant, les éléments qui lui permettent d'écrire, de constituer un travail qui est mu par le désir même de Céline. Et ce désir est en fait, je vais utiliser un mot qui n'existe pas, oraliser l'écriture. C'est-à-dire transformer l'acte d'écriture, qui est un acte de culture haute, d'ailleurs on s'en rend compte avec les déficiences de l'enseignement aujourd'hui, les gens écrivent de plus en plus comme ils parlent, et ils parlent de moins en moins comme ils devraient le faire. Et donc, vous avez d'emblée, longtemps je me suis couché de bonne heure, culture haute, Proust, avec des phrases, des incises, des coordinations. Ça a commencé comme ça. C'est le début de Voyage au bout de la nuit. Vous avez cet élément d'oralité, par opposition à un élément qui est un élément d'écriture. L'élément d'écriture, vous l'acquérez dans le temps, à un certain niveau d'instruction. Il y a d'ailleurs un élément qui est assez amusant à ce niveau-là. Dubuffet s'est pris à un moment donné pour Céline. Et il a voulu oraliser l'écriture. Ça a donné l'ère de la campagne, que vous avez sous les yeux, une manière de transformer l'écriture en un acte qui est un acte de verbalité. Cette verbalité, néanmoins, qui renvoie à une conception qui est une conception populaire, elle s'accompagne aussi d'une certaine forme de trivialité, avec la bonne femme à Bébert, qui s'accompagne de dessins qui sont des dessins qui vont vers le graffiti. D'emblée, je ne pourrais pas le démontrer, c'est un long exercice. L'oralité de Céline, c'est l'usage du graffiti dans l'œuvre de Dubuffet. Il y a moyen d'en faire la démonstration. Céline n'a pas été dupe de cet exercice. Et quand il en parle avec Dubuffet, il lui écrit, lorsque Dubuffet lui adresse un texte
qui est un hommage à Céline, hein, l'ère de la campagne se veut un hommage à Céline, eh bien, Dubuffet reçoit une réponse qui, à mon avis, n'a pas dû lui faire grandement plaisir. Moi non plus d'ailleurs, parce que pour l'instant je ne la retrouve pas, n'a pas dû lui faire un très très grand plaisir. Et c'était un texte qui s'appelait Qui fait clair. Alors Qui fait clair, K-I-F-E-K-L-E-R. Et c'est plus qui fait clair, plus qu'on y voit, le titre complet. Et Céline répond en 1950 à cet envoi. Ils ne se connaissent pas personnellement, il est toujours au Danemark. Qui fait clair, ceci dit, est bien marrant. Mais ça manque de vos dessins. Tous les argots ont pour âme la haine. La vôtre semble être celle de la langue codifiée. Vous êtes un Bolivar, le grand libérateur des opprimés de l'école maternelle. Oh, c'est chouette, c'est beautiful, mais savant quand même. C'est le hic, le petit hic. Il y a du travail, il y a du labeur. Sans les dessins, ça devient hermétique. Il faut aviser du dessin. Ça ne va qu'avec le dessin, comme l'Égyptien, votre œuvre, de bas hiéroglyphes. Voilà ce qu'il leur faut. Ah oui, qu'en même temps, il le remercie, mais il lui explique quand même que ce qu'il fait est un paix de l'esprit, tout au plus. C'est un jeu, ça sent le travail. Ça a beau être beautiful, ça n'est finalement qu'un travail un peu laborieux. Mais il y a une phrase qui est importante, parce qu'on la retrouve ailleurs chez Céline. C'est d'abord lorsqu'il dit que tous les argots ont pour âme la haine. On verra dans un instant ce que c'est que cette haine. Et surtout quand il le traite, j'adore cette expression, vous êtes un Bolivar, le grand libérateur des opprimés de l'école maternelle. Ce qui est assez amusant, c'est quand vous prenez les écrits d'Henri Godard, il vous montre en fait que Céline, c'est aussi un Bolivar, c'est aussi un grand libérateur. Mais lui, il ne s'intéresse pas aux opprimés de l'école maternelle, mais aux opprimés du collège. C'est-à-dire ceux qui ont appris à utiliser le subjonctif. Je sais bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt de la science-fiction, mais ceux qui ont appris à utiliser le subjonctif, qui font des propositions, des phrases, des relatifs, qui emboîtent, qui enchâssent, qui utilisent la concordance des temps, hein, des éléments qui aujourd'hui font partie d'une culture exotique, hein, mais qui à l'époque sont le socle même d'une culture qui est la culture littéraire, et surtout le passage de l'écrit, plutôt du verbal, à l'écrit, qui est un changement de classe sociale. Et dès lors, ce rapport est un rapport intéressant. Et il nous conduit en fait au rapport à l'argot. L'argot est présent dans l'œuvre de Céline, mais pas réellement présent. Ce n'est jamais le langage de la rue. C'est toujours travaillé, c'est toujours poussé avec une manie de perfection en néologisme, en polissage de matière, donc deuxième lien après le graffiti, c'est la langue comme matière et le matiérisme. Et cet usage de l'argot, on le trouve dès Victor Hugo, qui l'utilise avec beaucoup de précaution et force guillemets. On le retrouve chez Zola, mais chez Zola, c'est de l'exotisme. C'est quand le bourgeois regarde le peuple et que le peuple s'exprime, il y a de l'exotisme. Et on voit bien dans ce contexte-là que la langue du peuple apparaît comme une curiosité littéraire. C'est assez intéressant de se poser la question de à quel moment l'argot trouve une véritable place dans l'écriture. Eh bien, cette place, c'est la Première Guerre mondiale. C'est la Première Guerre mondiale, mais encore en fonction de qui écrit. Quand vous avez affaire à des personnages qui viennent de la bonne bourgeoisie, qui sont officiers, qui vont raconter les éparches, les chemins de croix et autres, eh bien, le langage de l'homme du peuple se trouve entre guillemets, et il montre en fait le mélange des classes dans la tranchée, le destin commun des hommes au-delà de leurs clivages sociaux. C'est ce que vous retrouvez notamment chez Barbus. Chez Barbus, le langage, l'argot, est utilisé dans le texte, et on voit bien qu'à ce moment-là, il y a un changement. En 1926, Bernanos écrit que, je cite, « Quiconque tenait une plume en 1914 s'est trouvé dans l'obligation de reconquérir sa propre langue, de la rejeter à la forge. Ses mots les plus sûrs étaient figés, les plus grands étaient vides et claqués entre les doigts. » Il y a une obligation, parce que ça a été l'expérience vécue, de repenser l'écriture. Et c'est ce qui conduit, et c'est probablement là que se trouve le génie de Céline, cette économie du discours, qui en jouant de connivence dialoguée, de redondance, d'une utilisation de l'action, crée, forge. Alors il ne puise pas, donc il ne représente pas le langage populaire, il ne va pas représenter quelque chose, non, il fait semblant. Ça semble, dit Céline, du langage populaire, mais c'est une écriture complète, orale, une écriture orale, qui bouleverse l'ordre de la pensée.
juste pour le plaisir. Bon, je ne suis pas Fabrice Lucchini, donc j'en ferai pas un spectacle, hein, mais je vais quand même juste vous en lire un passage, vous allez tout de suite percevoir de quoi il s'agit. Je m'embrasais tout seul, merde. Après ça, je me faisais la poisse. La poisse s'en ira. Il me possédait le mauvais sort, par toutes les fibres du trognon. J'en avais tellement l'horreur que j'en grelottais constamment. Irrésistible, ça devenait irrésistible, bordel. Pour de vrai quand même, à la fin, je suis retourné devant leur maison. En dépit de la chaleur des tuves, il me passait des froids dans les côtes. J'avais déjà la panique. Voilà que j'aperçois la concierge. Elle me regarde bien, elle me reconnaît de loin. Alors j'essaye de me rendre compte, de tâter comment je suis coupable. Je me rapproche de ma sacambuse. Je vais tout lui dire. Je vais lui dire tout d'abord à elle. Et puis merde, mais là, je peux plus. Je me déconcerte. Je fais demi-tour subito. Je me débine à grande foulée. Je recavale vers les boulevards. Vous voyez, cette manière d'avoir un rythme. Alors je le lis très très mal. Je devrais faire comme ça pour écouter Lucchini, et il le lit beaucoup mieux. Mais vous avez sans cesse ce travail de juxtaposition et cette manière de casser le rythme. Et en même temps, de faire accélérer la phrase au fur et à mesure que ce qui est dit est en réalité vécu. C'est une forme d'oralité, enfin c'est une parfaite écriture qui en même temps joue de toute une série de techniques, je ne pourrais pas en faire le développement ici, pour aboutir à une forme de compréhension dynamique. Non plus une compréhension structurée comme Proust, encore, hein, il faut du temps et du travail pour déconstruire la phrase, mais une compréhension dynamique qui passe précisément par cette manière d'articuler les événements jusqu'à faire de la phrase une forme de surgissement. D'où dans l'évolution d'ailleurs de Céline, des phrases de plus en plus courtes, enchâssées de petits points, abandonnant la majuscule, vous ne savez plus où commence la phrase et où elle se termine, c'est-à-dire donnant une sorte de rythme qui est un rythme continu, un rythme permanent, un rythme qui, finalement, fait de l'écriture une vision alchimique, un travail alchimique, il y a beaucoup de références au Moyen-Âge chez lui, un travail d'artisan, et un travail rythmique, que vous retrouverez chez Dubuffet, plus tard, à travers l'idée de jouer de la musique sans savoir jouer de la musique. C'est-à-dire faire une musique qui est une musique libre, une musique de son. Mais le but, chez Céline, n'est en fait pas de représenter, et c'est quelque chose qu'on trouvait d'emblée chez Dubuffet à travers les œuvres académiques, c'est pas de ressembler. Et c'est probablement là que la galerie de portraits que Dubuffet va exposer en 1947, sous le titre « Plus beau qu'il ne se croit », et vous avez le portrait de Michon, hein, qui est présent ici, qui est en fait la galerie de portraits de tous les écrivains qui ont défendu, soutenu, les galéristes aussi, hein, qui ont défendu, soutenu Dubuffet, vont être tournés en une forme de dérision dans des tableaux qui, s'ils nous heurtent, c'est parce que nous y cherchons la représentation, mais qui en fait semblent. Et le semblant est en fait un élément qui va droit au but chez Céline, qui est en fait l'expression du texte qui est le reflet de l'écrivain et pas du récit qui se trouve dedans. Deuxième élément qui les rapproche l'un de l'autre, c'est ce rapport au monde populaire. L'oralité est un mécanisme populaire. D'ailleurs, l'homme du commun, où est-ce que Dubuffet a puisé cette expression? Eh bien, il l'a trouvée dans la linguistique. C'est le français commun. C'est-à-dire le français qui est celui de l'homme du commun, c'est-à-dire celui qui se parle mais qui ne s'écrit pas. Or, tout le travail de Céline a porté sur la transfiguration de cette forme parlée, à travers toute une série d'inventions, en une forme qui devient une forme d'écriture moderne, contemporaine, parce qu'elle est à l'unisson du monde dans lequel nous fonctionnons. Et on a, à ce niveau-là, un travail qui est un travail important, parce que c'est un travail d'intensification de la sensation. Et c'est ce qu'on retrouve chez Dubuffet. Quand Dubuffet s'intéresse, on va changer de série d'œuvres, mais quand Dubuffet s'intéresse notamment aux murs, aux inscriptions, à la vie dans la ville, à la frénésie de la condition, ce qu'on appellerait la condition postmoderne, c'est en fait, il s'intéresse à travers un langage plastique à une forme d'intensification du sujet. Et ce qui va devenir l'objet, c'est le principe de réalité. Mais cette réalité, elle n'est pas extérieure au tableau. Elle est vécue, c'est une réalité concrète à l'intérieur du tableau. C'est le cru contre le cuit, la matière organique contre la figure arrêtée. C'est aussi une certaine forme de ruse contre la forme figée. Et ça débouche chez Céline. Et c'est ce qu'a perçu Dubuffet. Il le reprend dans son œuvre. Ça débouche sur une forme d'esthétique du choc, une poétique du choc, qui va jusqu'à l'onomatopée chez Céline, et qui va aller chez
à une destruction de l'écriture à travers toute une série d'exercices qui sont des exercices tirés du graffiti. J'aime beaucoup celui-ci, parce qu'il est dans l'esprit célinien. Dubuffet est un sale con, qui est une manière de reprendre du papier journal, d'écrire, et puis de brouiller le discours à travers cette manière d'utiliser les modes d'expression qui sont les modes d'expression contemporains, les modes d'expression populaire, pour témoigner d'une conscience qui est cette conscience de l'oralité dans la peinture. Il y a un troisième élément, bon, il va nous ramener à notre galerie d'écrivains, c'est l'idée présente, développée par Godard chez Céline, du plurivocalisme. Alors le plurivocalisme, c'est un terme très, très complexe, mais c'est finalement quelque chose d'assez consubstantiel au roman quand c'est un bon roman. Il n'y a rien de pire. Vous avez un roman avec 36 personnages, mais vous sentez que c'est le même qui a écrit les 36 personnages, donc il n'y a pas d'individualité. Le plurivocalisme, c'est la capacité qu'il y a de faire s'exprimer plusieurs voix à l'intérieur d'un seul et même texte, et ces voix nombreuses sont des voix en fait qui vont introduire des degrés de réalité constitutive différentes, et c'est à l'intérieur de ce plurivocalisme notamment qu'on peut lire l'œuvre de Céline comme une œuvre cohérente. Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit. Mort à crédit clarifie un certain nombre d'ambiguïtés de Voyage au bout de la nuit. Puis, les romans changent de forme, ils deviennent des pamphlets un peu atypiques qui vont radicaliser la vocifération qui est déjà à l'œuvre. Donc, il arrête d'inventer une histoire pour pouvoir vociférer, et il vocifère en s'inventant une histoire. Et cette vocifération, évidemment, conduit à un dérapage, et ce sera le dernier point qu'on verra, mais en même temps, il restaure ensuite un plurivocalisme à travers un écrivain qui va essayer de se justifier. Les 3 derniers romans sont des justifications, mais aussi une manière d'impliquer le lecteur dans le texte. Vous avez peut-être été frappé, quand vous lisez Céline, de vous faire régulièrement insulter. Ou de temps en temps, il vous dit « mais là, je vous égare, je vais vous ramener dans le sujet ». Vous êtes présent dans son texte. Quand il écrit, vous y êtes. Et en même temps, quand vous le lisez, il est présent. Ce qui est souvent notre gêne. On peut avoir un sourire, même pour les trucs les plus abjects qu'il est capable de dire, parce que c'est formidablement bien écrit. On se sent mal. Et d'ailleurs, il le sait, il vous le dit. Vous ne vous sentez pas bien, là. Vous n'êtes pas mieux que moi. Il vous le dit clairement. Vous ne valez pas mieux que lui. Nous ne valons pas mieux que lui. Donc cette idée de plurivocalisme, on la trouve à l'œuvre chez Dubuffet à travers une série d'expositions, qui est cette galerie de portraits, par laquelle il va mettre un terme à Dubuffet, le peintre reconnu par les fins lettrés, qui est une position ambiguë chez lui, qui le conduit d'ailleurs à une rupture, parce qu'en même temps qu'il réalise ça dans les sous-sols, il expose l'art brut, donc l'art d'artistes marginaux, ou plus exactement l'art d'aliénés que lui reconnaît comme artiste, et qu'il instrumente dans un discours esthétique, mais sur lequel il va construire ses positions anticulturelles. Or, ces positions anticulturelles, qu'entre nous, il publie chez Gallimard, ce qui n'est pas très anticulturel, enfin bon, ça fait partie des paradoxes. Le plurivocalisme, c'est l'expression de ces paradoxes. Ces positions anticulturelles sont précisément tirées de Céline, et de cette conception qu'il y a de la réalité, qui est en fait une réalité individuelle, à travers laquelle le personnage se donne avec une plénitude existentielle de plus en plus forte, ce qui explique probablement, en grande partie, un certain nombre de dérapages idéologiques chez Céline. Le passage à l'idéologie est un passage du style à l'idéologie, ce qui est probablement une nuance avec Dubuffet, une nuance de taille, parce que l'idéologie chez Dubuffet va être une idéologie formatée à une scène artistique qui est, après la Seconde Guerre mondiale, est une scène artistique dont Dubuffet veut tirer parti en termes de marché, ce qui n'est pas le cas de Céline. Chez Dubuffet, il y a ce passage du style à l'idéologie. Le style est nourri par l'idéologie en amont, mais en même temps, c'est le style qui induit l'emballement. Alors il y a un écrivain qui s'est penché sur la question, d'abord Queneau, qui a émis l'hypothèse que c'est l'argot qui a poussé Céline vers le fascisme. Parce qu'il y a une violence, il y a une radicalité, il y a un esprit de rupture et de révolte, ces éléments de culture, qui fait que finalement l'argot est une forme d'expression de la fange, comme le graffiti est une forme d'expression de vandale, de vandalisme urbain. Je ne suis pas un fan du tag, de vandalisme urbain, mais c'est d'abord au XIXe siècle le langage comme le tatouage, des prostituées, des matelots, des prisonniers, des forçats. On est au bagne, on se tatoue. On
On est loin de ça aujourd'hui. Hein. C'est devenu davantage une sorte de symptôme ethnique aujourd'hui, en termes anthropologiques, pas en termes racial, mais en termes de j'appartiens à un groupe et le tatouage est un signe de groupe. Et c'est dans ce contexte que l'argot porte naturellement à l'injure, à l'insulte, à la trivialité. Pour Queneau, c'est la voie qu'a suivie Céline. Julien Gracq s'y est intéressé aussi en 1981. Et je vais citer les deux textes parce qu'il y en a un qui touche au style et l'autre qui touche à la forme, au fond. Comme Queneau, Gracq considère que l'argot porte au fascisme et à la vision antisémite de Céline. Je cite ce texte publié dans Art en 1965 et republié en lisant et en écrivant chez Corty en 1981. Ce qui m'intéresse chez Céline, dit Gracq, c'est surtout l'usage très judicieux, efficace, qu'il fait de cette langue intéressante, artificielle et littéraire qu'il a tirée de la langue parlée. Langue constamment en mouvement parce que sa syntaxe implique un perpétuel porte-à-faux qu'il utilise comme une incitation presque mécanique au lyrisme. Une fois embarqué dans sa phrase, il lui faut accélérer coûte que coûte, quel que soit le prix à payer, comme un cycliste. Et dès lors, il passe au fond. La vocifération, pour Gracq, elle est liée de manière consubstantielle à ce sens de l'écriture qui pousse Céline à aller de plus en plus loin, toujours plus loin, et donc naturellement à se perdre, nous dit Gracq, dans des thèmes à haute teneur de risque, les thèmes paniques, obsessionnels et obsidianaux, frénétiques, parmi lesquels l'antisémitisme, effectivement, était fait pour l'aspirer. Autrement dit, c'est d'une certaine manière, par emballement, qu'on retrouve un Céline qui développe sui generis, comme un cancer en fait, une forme d'antisémitisme dont le cœur se trouve dans le style. Il est probable que Dubuffet ait ressenti la même chose, et comme il partageait le même plurivocalisme avec le même noyau, les frustrations des classes moyennes de l'entre-deux-guerres, leur perte de puissance, la manière de faire porter le poids de la crise sur l'autre, et à l'époque c'est le juif, probablement que ce fond commun a naturellement conduit Dubuffet, au sortir de la guerre et avec l'expérience de l'épuration, à beaucoup plus de prudence dans la manière d'exprimer ce qui était l'objectif. Or, quel est l'objectif ? L'objectif pour Dubuffet, comme pour Céline, c'est de rompre avec ce qui pourrait apparaître comme étant un ordre culturel, un ordre dominé par une forme d'intelligentsia, confisqué par une minorité, les fins lettrés, les gens qui dictent le goût. D'ailleurs, il a toujours réagi dès qu'on émettait une critique, dès qu'on émettait autre chose, dès qu'on n'était pas d'accord avec lui. Céline va apparaître comme le réfractaire anticulturel par excellence, et c'est ce caractère réfractaire anticulturel que Dubuffet va développer, mais finalement de manière très proche de Sartre qu'il vomit, c'est-à-dire en quittant un débat qui est un débat national, c'est ultranationaliste le débat célinien, d'ailleurs ça ne colle pas aux autres sociétés très souvent, et en l'érigeant dans une valeur qui devient une valeur métaphysique. Non pas un existentialisme avec le poids de la responsabilité qui forme la liberté, mais bien avec la recherche d'une liberté fondamentale qui trouve en Dubuffet, en Céline, je cite, le déterminé déboulonneur, le grand saboteur, le vrai insurgé de la caste dominante, de l'estétocratie française. Et c'est sur ce plan-là que Dubuffet va transformer la pensée de Céline en un véhicule libertaire qui va être omniprésent au travers des années 60, faisant de Dubuffet une des figures majeures de la contestation, même en mai 68, faisant de Dubuffet une figure majeure de la contestation, mais en réinventant finalement d'une certaine manière l'œuvre, le message peut-être, et le message humaniste de Céline, pas le message politique égaré par une sorte d'emphase stylistique, le message humaniste de Céline, qui est un message que l'on pourrait rapprocher de toute une tradition qui est née à la fin du XIXe siècle, qui est née au sortir de la Commune, qui est celui en fait du mouvement anarchiste, constitué à gauche, constitué à droite, le mouvement libertaire en général, dont Céline pourrait constituer une phase dévoyée,
une face égarée, une face perdue, mais qui en même temps, quand vous revenez à sa biographie, témoigne d'un réel humanisme que l'on peut retrouver chez Dubuffet, comme on peut le retrouver chez le roi perdu, le roi déchu, que Dubuffet représente en 1952. Alors voilà, pour coller au timing et vous donner la possibilité de vous exprimer, je vais m'arrêter là. Il y avait encore beaucoup d'autres choses qu'on aurait pu faire, puisqu'il y a ce rapport au stylistique, et on aurait pu le creuser dans l'œuvre de Dubuffet, mais ce sera probablement pour une autre fois. Je crois que c'est plus intéressant de vous laisser réagir.